Dans un angle du mur massif rechignait une porte plus massive encore, solidement fermée, garnie de verrous et surmontée d'un buisson de ferraille d'anticulie. Quel sentiment profond de crainte elle m'inspirait. Elle ne s'ouvrait jamais, que pour les 3 sorties et rentrées périodiques dont j'ai déjà parlé. Alors, dans chaque fragment de ces gonds puissants, nous trouvions une plénitude de mystères. Tout un monde d'observation solennelle ou de méditation plus solennelle encore. Le vaste enclos était d'une forme irrégulière et divisé en plusieurs parties, dont 3 ou 4 des plus grandes constituaient la cour de récréation. Elle était aplanie et recouverte d'un sable menu et rude. Je me rappelle bien qu'elle ne contenait ni arbres, ni bancs, ni que quoi que ce soit de la mer. Naturellement, elle était située derrière la maison. Devant la façade s'étendait un petit parterre, planté de buis et d'autres arbustes, mais nous ne traversions cette oasis sacrée que dans bien rares occasions, telles que la première arrivée à l'école, ou le départ définitif, ou peut-être, quand un ami, un parent nous ayant fait appeler, nous prenions joyeusement notre course vers le logis paternel, aux vacances de Noël ou de la Saint-Jean. Mais la maison, quelle curieuse vieille bâtisse cela faisait. Pour moi, quel véritable palais d'enchantement. Il n'y avait réellement pas de fin à ces détours, à ces incompréhensibles subdivisions. Il était difficile, à n'importe quel moment donné, de dire avec certitude si l'on se trouvait au premier ou au second étage. D'une pièce à l'autre, on était toujours sûr de trouver 3 ou 4 marches à monter ou à descendre. Puis les subdivisions latérales étaient innombrables, inconcevables, tournaient et retournaient si bien sur elles-mêmes que nos idées les plus exactes, relativement à l'ensemble du bâtiment, n'étaient pas très différentes de celles à travers laquelle nous envisagions l'infini. Durant les 5 ans de ma résidence, je n'ai jamais été capable de déterminer avec précision dans quelle localité lointaine était situé le petit dortoir qui m'était assigné en commun avec 18 ou 20 autres écoliers. La salle d'études était la plus vaste de toute la maison, et même du monde entier. Du moins, je ne pouvais m'empêcher de la voir ainsi. Elle était très longue, très étroite et lugubrement basse, avec des fenêtres en ogive et un plafond en chêne. Dans un angle éloigné, d'où émenait la terreur, était une enseigne carrée de 8 ou 10 pieds, représentant le sanctum de notre principal, le révérend docteur Bransby, durant les heures d'études. C'était une solide construction, avec une porte massive. Plutôt que de l'ouvrir en l'absence du demi-lit, nous aurions toutes préféré mourir de la peine forte et dure. À 2 autres angles étaient 2 autres loges analogues, objet d'une vénération beaucoup moins grande, il est vrai, mais toutefois d'une terreur assez considérable. L'une, l'achat du maître d'humanité, l'autre, du maître d'anglais et de mathématiques. Éparpillés à travers la salle, d'innombrables bancs et de pupitres effroyablement chargés de livres maculés par les doigts, se croisaient dans une irrégularité sans fin. Noirs, anciens, ravagés par le temps et si bien cicatrisés de lettres initiales, de noms entiers, de figures grotesques et d'autres nombreux chefs-d'œuvre du couteau, qu'il avait entièrement perdu le peu de forme originelle qui leur avait été reparti dans les jours très anciens. À une extrémité de la salle se trouvait un énorme seau plein d'eau, et à l'autre, une horloge d'une dimension prodigieuse. Enfermé dans les murs massifs de cette vénérable école, je passais toutefois sans ennui et sans dégoût les années du 3e lustre de ma vie. Le cerveau fécond de l'enfant n'exige pas un monde extérieur d'incidents pour s'occuper ou s'amuser, et la monotonie en apparence lugubre de l'école a mon air d'excitation plus intense que toute celle de ma jeunesse, plus mûre à demander à la volupté ou ma vérité du crime. Toutefois, je dois croire que mon premier développement intellectuel fut en grande partie peu ordinaire et même déréglé. En général, les événements de l'existence enfantine ne laissent pas sur l'humanité l'arrivée à l'âge mûr une impression bien définie. Tout est ombre grise, débiles et irréguliers souvenirs, fouillis confus de faibles plaisirs et de peines fantasmagoriques. Pour moi, il n'en est pas ainsi. Il faut que j'ai senti dans mon enfance, avec l'énergie d'un homme fait, tout ce que je trouve encore aujourd'hui frappé sur ma mémoire, en ligne aussi vivante, aussi profonde et aussi durable que les exergues des médailles carthaginoises.
Et cependant, dans le fait, au point de vue ordinaire du monde, qu'il avait là peu de choses pour le souvenir, le réveil du matin, l'ordre du coucher, les leçons à apprendre, les récitations, les demi-congés périodiques et les promenades, la cour de récréation avec ses querelles, ses passe-temps, ses intrigues. Tout cela par une magie psychique disparue, contenant en soi un débordement de sensations, un monde riche d'incidents, un univers d'émotions variées et d'excitations, des plus passionnées et des plus environnantes. Où le bon temps que le siècle de fer. En réalité, ma nature ardente, enthousiaste, impérieuse, fait bientôt de moi un caractère marqué parmi mes camarades, et peu à peu, tout naturellement, me donna un ascendant sur tous ceux qui n'étaient guère plus âgés que moi. Sur tous, un seul excepté. C'était un élève qui, sans aucune parenté avec moi, portait le même nom de baptême et le même nom de famille. Circonstance peu remarquable en soi, car le mien, malgré la noblesse de mon origine, était un de ces appellations vulgaires qui semblent avoir été, de temps immémorial, par le droit de prescription, la propriété commune de la foule. Dans ce récit, je me suis donc donné le nom de William Wilson, nom fictif qui n'est pas très éloigné du vrai. Mon homonyme, seul, parmi ceux qui, selon la langue de l'école, composaient notre classe, osait rivaliser avec moi dans les études de l'école, dans le jeu et les disputes de la récréation. Refuser une créance aveugle à mes assérations et une soumission complète à ma volonté. En somme, contrarier ma dictature dans tous les cas possibles. Si jamais il y eut sur terre un despotisme suprême et sans réserve, c'est le despotisme d'un enfant de génie sur les âmes moins énergiques de ses camarades. La rébellion de Wilson était pour moi la source du plus grand embarras. D'autant plus qu'en début de la bravade avec laquelle je me faisais un devoir de le traiter publiquement, lui et ses prétentions, je sentais au fond que je le craignais, et je ne pouvais m'empêcher de considérer l'égalité qu'il maintenait si facilement vis-à-vis de moi comme la preuve d'une vraie supériorité, puisque c'était de ma part un effort perpétuel pour ne pas être dominé. Cependant, cette supériorité, ou plutôt cette égalité, n'était vraiment reconnue que par moi seul. Nos camarades, par un inexplicable aveuglement, ne paraissaient même pas la soupçonner. Et vraiment, sa rivalité, sa résistance et particulièrement son impertinence et hargneuse intervention dans tous mes desseins ne visaient pas au-delà d'une intention privée. Il paraissait également dépourvu de l'ambition qui me poussait à dominer et de l'énergie passionnée qui m'en donnait les moyens. On aurait pu le croire, dans cette rivalité dirigée uniquement par un désir fantasque de me contrecarrer, de m'étonner, de me mortifier, mais qu'il y eut des cas où je ne pouvais m'empêcher de remarquer avec un sentiment confus d'ébahissement, d'humiliation et de colère qu'il mêlait à ses outrages, à ses impertinences et à ses contradictions de certains airs d'affectuosité les plus intempestifs et assurément les